Bonjour les gamers, bonjour les gameuses, bonjour les gars, les gattes, les garces, tout le monde. Donc dans cette vidéo placée sous le signe de l'inclusivité, aujourd'hui on va réagir à une vidéo et s'en servir pour répondre à une question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Les marxistes sont-ils complètement stupides? Alors, vous savez, il y a un principe en journalisme qui dit quand le titre de quelque chose est une question, la réponse est souvent non. Souvent non. Ouais. Une fois n'est pas coutume, la réponse va être oui. Voilà, donc je vous gâche un petit peu la surprise. Mais bon, je vais la regarder quand même, j'espère. Donc, pour un petit peu de contexte, parce que c'est une histoire un peu spicy, je vais réagir à une vidéo où c'est la position revue, ou la revue position, enfin j'en sais rien, qui parle avec pas du ring, donc deux personnes que je connais pas spécialement. Mais position revue, c'est quelqu'un qui sur Twitter, comment dire ça, on a une relation un petit peu haineuse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'insulte non-stop, c'est quelqu'un qui arrête pas de me dire que j'ai pas lu, bon du Spinoza que j'ai pas compris. Alors que moi il me semble que c'est lui qui a pas compris grand-chose. Donc vous voyez une espèce de perception mutuelle de l'autre comme un débile. Et ben voilà, il m'avait proposé de venir débattre. Moi, je suis pas trop débat, et puis surtout que le débat, il était chez son pote, en fait. C'est-à-dire que si vous regardez la vidéo, vous allez voir qu'il y a une connivence incroyable entre les deux. Ils sont copains comme cochons, c'est incroyable. Trouvez-vous quelqu'un qui vous regarde comme pas du ring, regarde position revue, parce que honnêtement, moi, personne n'a jamais regardé comme ça dans l'histoire. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est une bromance, c'est incroyable. Voilà. Donc, dans la mesure où il y a cette espèce de connivence et de copinage incroyable entre les deux, je crois que j'ai bien fait de pas mettre les pieds là-bas, parce que je pense que j'aurais pas pu en placer une. Et je me serais pris une espèce de déferlement de « Ah, t'as pas lu Marx, t'as pas compris », et puis l'autre serait en mode « Ouais, t'as raison ». Vous allez voir, il est comme ça tout le temps, toute la vidéo. Alors que, mais il dit des trucs zinzin. Le problème, c'est que comme il dit des trucs zinzin à toute vitesse, et que son pote, bah, c'est son pote, et donc du coup, il va pas lui demander, il va pas lui poser de questions, il va pas le critiquer, il va lui laisser absolument tout le champ pour dire n'importe quoi. Et donc, comme il n'y a pas d'espèce de critique en face, il faut que quelqu'un vienne faire chier le monde. Alors, quelques questions. Pourquoi j'ai un chapeau? Bah, d'abord parce que je suis chauve, voilà, j'ai pas de cheveux. Donc pour vous épargner un peu la vue de ça, j'ai mis un cache-misère. Pourquoi le couteau? Eh bien parce que j'ai un trouble du déficit de l'attention. Je suis diagnostiqué, j'ai même accès à des pilules de Ritaline. Donc voilà, donc j'ai le droit, c'est un peu une espèce de fidget spinner, mais version masculinité toxique. Et non, parce que la vidéo a aucune chance de me donner le niveau de stimulation qui suffit. Pour vous non plus d'ailleurs, donc c'est pas une question de TDAH en fait, c'est une question juste que la vidéo elle est très chiante. Donc ça va me permettre à la fois d'avoir un truc à faire avec mes mains, vous d'avoir un truc à regarder. Vous savez, il y a des vidéos, ils mettent des trucs genre de nettoyage à haute pression ou des extraits de jeux Subway Surfers. Peut-être je vais faire ça parce que c'est un petit peu moins relou à regarder. Mais voilà, d'abord un petit florilège des messages que Position Revue m'adresse sur Twitter parce que ça vaut le détour. Quand tu veux @spinofrénique pour une leçon sur la différence entre causalité et déterminisme. Et surtout sur Spinoza et ce penser à historique. Clin d'œil. Vous venez donc ici, de faire une affirmation péremptoire, c'est faux. Ensuite une fuite, trop compliqué. Et enfin vous exposez une opinion, je n'y crois pas. Nous attendons, en vain, vos arguments. Ça va quand même être dur, de nous faire croire que vous avez lu Spinoza. Quand vous êtes incapable de savoir que la liberté passe par la compréhension rationnelle, et la sortie des servitudes passionnelles. On reste dans l'affirmation péremptoire, un exemple de prédiction historique via la théorie des champs de Bourdieu. Ce qui est bien, c'est que vous venez de prouver que vous êtes aussi ignare sur Bourdieu que sur Spinoza. On l'a déjà largement démontré, tu étais perdu sur liberté et nécessité, et sur le fait que l'éthique est une théorie comme Spinoza. Si tu veux, on peut aussi te donner la leçon sur Bourdieu. Une erreur aussi importante devrait vous amener à un peu de modestie quant à votre position pour dire qui comprend ce qu'il lit, ou ne comprend pas.
Ce que l'on voit c'est que tu revendiques beaucoup de lectures mais que tu bagais à chaque fois quand il faut en parler. Ouais, donc voilà, le mec est globalement insupportable. Non seulement il raconte n'importe quoi, en plus il est hyper méprisant. Il veut juste globalement essayer d'impressionner les gens avec son gros cerveau, mais il est tombé sur la mauvaise personne malheureusement pour lui. Combinaison assez sympathique. Donc on va tout de suite, sans plus tarder, lancer la sauce. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est une partie de plaisir. Et moi, honnêtement, j'ai pas de problème avec les gens désagréables sur Internet, parce que moi-même, je suis assez désagréable souvent. J'ai pas de problème non plus avec les gens qui ont tort, ou les gens qui sont pas au courant, les gens qui ignorants, parce que vous savez, on est tous nés ignorants, on est tous nés comme un petit bébé. D'ailleurs, petit bébé, pas comme. Et quand on était petit bébé, on savait rien. Le problème, c'est quand on a les deux en même temps, en fait. Voilà, vous pouvez être ignorant, vous pouvez être désagréable, vous pouvez pas être ignorant et désagréable. Si vous avez raison, franchement, moi, je n'ai rien à faire que vous soyez un petit peu méchant. Vous n'avez pas vraiment de devoir d'être gentil avec moi. Par contre, là, le gars-là, il était à la fois con comme la lune et à la fois complètement imbuvable. Donc, voilà, combinaison assez sympathique. Donc, on va tout de suite, sans plus tarder, lancer la sauce. Donc, voilà, je lance la sauce, la vidéo. Et quelle vidéo! C'est parti. En marxiste, l'histoire n'est pas déterminée. C'est pas une pensée positiviste, c'est pas une pensée du déterminisme, le marxisme. Ça, c'est très très. Ce que tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils voient le marxisme comme un déterminisme un peu à la Spinoza d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Comme une espèce de mise en branle de lois historiques qui dépassent les sujets, etc. La pensée marxiste est une pensée du conditionnement, c'est-à-dire... Je suis obligé de poser tout de suite, je suis désolé, je sais que vous avez envie de voir la suite, mais... alors déjà, il y a plein de trucs faux. Le marxisme est pleinement inscrit dans la continuité du positivisme, en fait. C'est-à-dire... alors pour contexte, parce qu'en fait, le truc rigolo, c'est qu'il va balancer plein de mots, rien définir, il va rien contextualiser, il va rien chronologiser, je sais pas si ça se dit, mais voilà, il va vous balancer plein de mots, et son pote va être en mode « ouais, c'est bien ce que tu dis ». Alors, pourquoi le marxisme est dans la lignée du positivisme? Parce que c'est dans la lignée du saint-simonisme et du fouriérisme, et qui sont eux-mêmes complètement alignés avec le positivisme. Alors, pour contexte, le positivisme, c'est la philosophie d'Auguste Comte. C'est celle qui met la science au-dessus de la philosophie. C'est un thème qui va revenir beaucoup, mais bon, je vais pas continuer sur ça longtemps, mais pour les positivistes, ce qui est vraiment important, c'est la description scientifique du monde, la description scientifique du réel, selon des lois physiques, des lois chimiques, etc. etc. Et il y a cette idée que la compréhension de ces lois permet une amélioration des conditions de vie, en fait. C'est-à-dire, par exemple, l'industrie permet de produire plus avec moins de travail, ou je sais pas, la médecine, elle permet de soigner des maladies dont on mourait avant, des choses comme ça. Et donc, le fouriérisme et le saint-simonisme, c'est l'idée que ce développement technique doit aller vers une augmentation du niveau de vie, en fait, une amélioration de la condition humaine dans sa globalité. Et le marxisme est pleinement là-dedans, en fait. Il est pleinement là-dedans, à la fois dans ses ambitions scientifiques, de rendre compte de l'histoire de façon scientifique, avec des principes et des lois générales, et aussi au niveau de l'amélioration du niveau de vie de tous, voilà. Donc là, déjà, de base, il dit que c'est pas ça. Il va pas défendre parce que son pote est d'accord avec lui, quoi qu'il dise. Donc, voilà, je devais juste dire ça vite fait. Alors ensuite, il a dit un truc zinzin aussi, il a dit, je vais remettre un peu en arrière parce qu'il a parlé des lois, je sais pas quoi. Donc les lois qui seraient au-dessus des individus, je crois, c'est ça, hein. Comme une espèce de mise en branle de lois historiques qui dépassent les sujets, etc. La pensée marxiste est une pensée du Voilà, bon, alors, en fait, ils ont une espèce de vue très caricaturale du déterminisme dans l'histoire qui serait comme s'il y avait des espèces de lois qui planaient dans le ciel des idées et que les individus seraient contraints de suivre. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a des lois, et ce seraient des lois très, très, très simplistes, en fait. C'est des lois du style AX plus B égale 0, quoi. Enfin, je veux dire... Et donc, du coup, bah oui, ça paraît complètement con, effectivement. Ça, c'est la vision de Giambattista Vico, voilà. Mais ça, c'était genre au XVIIe siècle, et c'était pas vraiment un spinoziste, c'était pas vraiment un scientifique, en fait, c'était un philosophe qui voulait chercher des lois simples de l'histoire. Mais le déterminisme, ça ne suppose pas des lois simples, en fait. La biologie, elle est intégralement déterministe, en fait. La biologie est entièrement déterministe. Est-ce que, pour autant, il y a des espèces de lois de la biologie qui planent, auxquelles les organismes se plient? Eh ben non, en fait. Les organismes, ils se plient aux lois de la chimie, et chaque organisme, il est configuré d'une certaine manière qui fait qu'il a certaines espèces de principes de régulation. C'est-à-dire qu'un arbre, il a besoin de lumière pour vivre. Bon, vous avez plein d'organismes qui n'ont pas besoin de lumière pour vivre.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de loi de la biologie? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un mec qui se sont la loi de la physique? C'est des questions un peu philosophiques nulles en fait. Enfin, faut regarder dans le détail, c'est-à-dire, je sais pas, les chats, ils ont besoin de manger de la viande pour survivre, mais un arbre, il n'y a pas besoin de manger de la viande pour survivre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des lois? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de loi? Bah évidemment, il y a des lois. Bon, peu importe. C'est un peu stupide, mais bon, c'est un peu le thème de la vidéo. Donc on va continuer sans perdre plus de temps. Conditionnement, c'est-à-dire c'est une pensée ni déterministe ni idéaliste. Idéaliste, considérer que tout est possible à partir du moment où tu produis l'idée, tu produis le concept, etc. Les idées sont autonomes et surtout elles ne sont pas conditionnées à la situation réelle. La pensée dialectique marxiste est justement une pensée du conditionnement et de la transformation de ces conditionnements. Donc, il y a toujours des limites et des possibilités. Et donc, pourquoi on parle de 74 là? Parce C'est un peu tendanciel en fait les choses quoi. C'est ça, en fait, si tu veux, il y avait dans les années 70 deux voies de sortie de la crise du Fordisme. Une voie de sortie beaucoup plus progressiste, on va dire autogestionnaire, c'est-à-dire d'aller encore un peu plus loin dans la sortie du marché, la sortie du capitalisme. Bon, Pour ceux qui savent pas, peut-être résume le Fordisme, c'est des années 40 aux années 65. C'est l'économie capitaliste planifiée. Là, je me repose parce que honnêtement, c'était la partie cours d'histoire chiant qui a aucun rapport avec la question du titre de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, allez voir le Fordisme, le néolibéralisme. Moi, je pense pas qu'ils aient une vision forcément très claire des choses non plus. Mais en tout cas, il y a un truc qui a été dit avant qui est intéressant. Voilà. C'est que le marxisme dialectique, je sais pas quoi, c'est un truc tendanciel. Voilà, c'est un truc globalement, il y a des possibilités. Et c'est un truc qui va revenir beaucoup, c'est qu'à aucun moment, ils vont se demander pourquoi telle possibilité et pas une autre. C'est-à-dire, ok, il y a des possibilités, soit, mais pourquoi celle-ci a été prise et pas une autre? Si vous êtes scientifique, si vous regardez, je sais pas, la collision de deux boules de billard et que vous dites ah bah c'est possible qu'elle aille là, mais c'est aussi possible qu'elle aille là, et c'est possible qu'elle aille là. Bon, moi je trouve ça moyennement impressionnant, mais pour eux ça suffit en fait. Bon. Mais je vais skip un peu après, je vais juste skip à un moment que je trouve rigolo, parce que j'ai déjà regardé la vidéo en fait, mais à 5 minutes 30 je crois, c'est juste pour donner une idée de la vibe. À partir de 7 minutes ils reviennent au sujet de la vidéo, donc je vais pas tout skip évidemment. Mais à 5 minutes 30 ils reviennent sur le truc, mais si vous voulez c'est le ton de l'échange. Vous voyez que c'est là juste pour montrer qu'on est dans le club des intellos, qu'on connaît les références. Vous allez voir. Pareil d'État, la bourgeoisie capitaliste française qui est extrêmement importante et le nouveau pouvoir, mais on rentrait dans une phase différente du monde social. Et la France étant un pays quand même au sein de l'impérialisme, ça aurait forcément eu des effets sur les autres partis progressistes en Europe et dans le monde. Voilà. Il y a quelqu'un dans le chat d'ailleurs qui s'appelle Goldman 1848 qui dit on dirait les Brejneviens qui disaient oui, si Andropov avait vécu 15 ans de plus, l'URSS serait encore là. Mais pourquoi pas? Non, c'est vrai. Qu'est-ce que serait le monde si Andropov avait vécu un peu plus quand même, hein. Mais voilà. c'est parce qu'on a... Vous voyez, ce qui est drôle, c'est que cette espèce de notion de qu'est-ce qui serait arrivé si les choses étaient différentes, moi je prends ça comme un point hyper négatif. C'est-à-dire si votre prof d'histoire, vous allez en cours d'histoire avec le prof, il vous dit mais si la balle qui avait été tirée sur l'archiduc François Ferdinand en 1914, je sais pas quoi, l'avait loupé, ou si au lieu de toucher à la tête, elle l'avait touché dans le cul, et que ça lui avait fait un deuxième trou de balle, est-ce que l'histoire du monde serait pas changée, etc. Moi je trouve ça d'une pauvreté abyssale en fait. Et généralement, le truc qu'ils disent là, c'est dans ce sens-là en fait, c'est dans le sens de ah ben oui, si Lénine n'était pas mort, est-ce que l'URSS serait pas bien parti, je sais pas quoi. Si vous voulez, c'est une vision complètement débile de l'histoire. C'est-à-dire, c'est comme si tout tenait sur quelques individus, je sais pas quoi, et ça refuse de regarder les structures, ça refuse de regarder l'économie, les choses vraiment importantes en fait. C'est bon. On va continuer, mais là ils vont rentrer là-dedans en fait, à fond. On appelle ça en science-fiction l'Uchronie. C'est-à-dire, je sais pas si dans le chat les gens en lisent ou si t'en lis, mais ils en parlaient beaucoup dans le chat.
Ouais, et justement, l'Uchronie, c'est ça. Et je pense que c'est la matière de science-fiction la plus dialectique et la plus marxiste, justement. C'est d'essayer de Ah, penser une situation. là, je suis obligé de poser, je suis désolé parce que. Alors, l'Uchronie, évidemment, bon, il l'a pas défini parce que son revue ne définit jamais rien, il n'y a pas que ça à faire, j'avoue. Uchronie, donc en grec, U c'est non, et chronos c'est le temps, donc c'est ce qui n'est pas arrivé, comme l'utopie mais dans le temps. Et pour lui, c'est ce qu'il y a le plus dialectique. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui est jamais arrivée, ce qui n'existe pas, voilà. Donc, c'est tellement une théorie scientifique puissante et une pensée puissante de l'histoire qu'elle s'intéresse surtout à ce qui n'est pas réel et pas vraiment à ce qui est vraiment arrivé. C'est-à-dire, là, ils vont rentrer dans une espèce de truc un peu spéculation, genre, voilà, qu'est-ce qui se serait passé si. Voilà, moi je pense pas que ce soit de la connaissance, je pense pas que ce soit du savoir, je pense pas que ce soit sérieux. Genre oui, ok, Napoléon, si pendant sa conquête d'Égypte, quand il était sur la pyramide, il s'est cassé la gueule et puis il est mort, ce qui est tombé, qu'est-ce qui serait arrivé? Moi je trouve que c'est une question assez inintéressante. C'est bien pour faire de la science-fiction, oui, mais le marxisme, c'est pas supposé de la science-fiction, en fait, c'est supposé être une théorie scientifique de l'histoire réelle telle qu'elle est arrivée. Telle qu'elle est arrivée, c'est un terme qui vient de l'école méthodique d'histoire, de Ranke. Donc c'était la première, comment dire ça, école scientifique de l'histoire. C'était les Allemands qui l'ont fait en premier, au 19e. Et après, les Français ont continué dans cette ligne avec ce qu'on appelle l'histoire des annales. Bref, c'est pas la question, mais vous allez voir qu'en fait, on s'intéresse beaucoup plus à la science-fiction qu'à la réalité, en fait. Et c'est assez inquiétant. Une possibilité de bifurcation à un moment et de voir comment cette possibilité-là qui ne s'est pas réalisée, si elle s'était réalisée, quelle transformation il y aurait pu avoir. Donc c'est vraiment... L'Uchronie, c'est vraiment la dialectique dans la science-fiction. Il y a l'utopie. Et pourquoi ça s'est pas réalisé, en fait? C'est ça la question. Pour un point de vue déterministe, s'il y a des choses qui sont arrivées, et s'il y a des choses qui sont pas arrivées, c'est parce que les choses qui sont pas arrivées, elles étaient impossibles, en fait. Même si ça apparaît possible, en fait. C'est-à-dire, oui, je vais prendre un gâteau au chocolat alors que je pourrais prendre le gâteau à la fraise. Ok, d'accord. Mais j'ai pas pris le gâteau à la fraise. Et pour des vraies raisons, en fait. Et c'est juste que quand je connais pas ces raisons, en termes biochimiques, par exemple, hein, c'est toujours une question de niveau de détail, en fait. C'est-à-dire que plus il vous manque d'informations, plus tout paraît possible, en fait. Si vous lancez une pièce, si vous jouez à pile ou face avec une pièce, prends une pièce pour illustrer. Si vous jouez à pile ou face, et que vous avez aucune information spécifique, les deux possibilités sont également probables, en fait. Sauf que si vous rentrez dans un ordinateur, la taille de la pièce, sa masse, et surtout la façon exacte dont elle est lancée, sa vitesse, etc., ses coordonnées, l'ordinateur il va vous dire à coup sûr si elle va tomber sur pile ou sur face. C'est déterminé en fait. Mais seulement quand on n'a aucune information sur rien, les deux paraissent possibles. Et en histoire c'est pareil en fait, en histoire c'est pareil. C'est-à-dire que plus on est ignorant de tout, plus on a l'impression que tout peut se passer. Et c'est un peu ce qu'ils font là, parce qu'ils sont pas très intéressés par l'histoire réelle en fait, ils sont plus intéressés par qu'est-ce qui se serait passé ici. Mais c'est nul, ça vaut rien, ça ne vaut rien. Enfin, scientifiquement. Après, artistiquement, je dis pas, on peut faire des choses super intéressantes, mais scientifiquement, ça ne vaut rien. Et qu'est-ce qu'on fait pratiquement politiquement sur la lutte avec ça? Bah rien. Rien. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Hein. Il y a l'idéalisme, et puis il y a la dystopie qui est très déterministe. Parce que la dystopie, c'est de dire, bah voilà, c'est le bordel et ça va continuer à s'exprimer. Alors là, ils disent en gros, utopie, c'est idéaliste, parce que l'utopie, c'est optimiste, c'est joyeux, c'est sympa, on fait des grands sourires, on rigole, on fait hi. La dystopie, c'est triste, donc c'est déterministe, parce que le déterminisme, c'est triste. C'est quand ça se passe mal, le déterminisme, comme tout le monde le sait. Non, pas du tout. Et l'Uchronie, c'est genre ni bien, ni triste, donc c'est dialectique, c'est entre les deux, voilà. C'est complètement con. C'est complètement con, honnêtement, mais bon. Je pense que j'ai pas besoin d'argumenter plus que ça, parce que... Je sais pas, tout récit est déterministe, en fait. Enfin, c'est débile, en fait. Enfin, si vous écrivez une histoire et qu'il n'y a pas de relation de cause à effet, si votre personnage, il n'a pas une raison de se comporter ainsi, s'il n'y a pas une cohérence logique totale, c'est nul. Enfin, voilà. Si vous faites un récit où tout le monde se comporte de façon libre, mais complètement aléatoire, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique, en fait. C'est juste... Il n'y a rien à comprendre, en fait. Bon. S'accélérer en bordel. L'utopie, c'est il va se passer quelque chose de magique et puis on va en sortir et puis tout sera... Voilà. Entre les deux, il y a une matière de science-fiction dialectique qui est l'Uchronie. Mais il faut comprendre aussi que Position Revue, il parle beaucoup à partir du marxisme de Goldman, qui est un penseur aussi de la liberté dans le marxisme, parce que c'est une question qui est extrêmement épineuse, extrêmement importante.
Parce que quand tu commences à avoir un marxisme hyper déterministe, machin, dire que t'es pas C'est moi. l'égalité et tout, en fait, tu occultes toujours la question de la liberté et tu te fais baiser par tous les idéologues libéraux qui viennent te dire oui, mais la liberté dans tout ça, vous pensez en gros qu'il y a des causes à tout et que l'homme ne peut Ah oui. rien faire, quoi. Et Ah bah non. Mais ça c'est débile en fait, c'est complètement débile, vous comprenez bien, parce que si vous comprenez qu'il y a des causes à tout, c'est pas comme si vous perdez en liberté, c'est l'inverse en fait, c'est ce que dit Spinoza. Ils le citent beaucoup mais ils le comprennent pas, et ils m'accusent exactement de faire ça, c'est ça qui est très drôle. C'est que pour Spinoza, plus on comprend les relations de cause et effet entre les choses, plus on gagne en puissance. Et très concrètement, là, j'ai parlé de la médecine tout à l'heure, c'est ça la médecine en fait. Enfin, la médecine, c'est une science déterministe en fait, mais le médecin il va pas vous dire ah bah vous êtes déterminé à être malade et à mourir en fait. Non, il va vous donner un traitement, il va vous donner un principe actif, une molécule qui va contrebalancer votre problème en fait. C'est ça le truc en fait. L'ingénierie c'est pareil en fait. La science c'est ça. C'est comprendre des relations déterministes de cause à effet. Et avec ça on gagne en puissance en fait. Et pour Spinoza c'est aussi un principe de vie en fait. C'est-à-dire que plus vous comprenez que les choses sont déterminées, déjà moins vous allez vous empoisonner la vie à croire que vous êtes coupable de trucs, etc. Et moins vous allez aussi projeter sur les autres une espèce de volonté de nuire malfaisante en fait. Bon. Mais pour eux, en fait, ils sont vraiment dans une vision très plan-plan, en mode ah bah si on est déterministe, on peut rien faire, autant rester dans son lit, on est fataliste, je sais pas quoi. Et... comme une tragédie grecque en fait. Mais non, en fait, non, ils comprennent rien. Bon, on va continuer parce que ça fait que commencer. Et oui, et puis ils disaient n'oublie le problème de la liberté, je sais pas quoi. Mais leur liberté à eux, c'est qu'un mot, en fait. C'est le hasard, en fait, c'est le chaos. Hein. Et on voit bien que les gens, ils se comportent pas de façon complètement aléatoire et chaotique. Les gens, leur comportement est plutôt logique en général. En fait. Il est plutôt compréhensible, en fait. Enfin, même quand ils se comportent de façon ignoble et quand ils se comportent de façon cruelle, etc., généralement, il y a une logique à la folie, comme on dit en anglais. Continue. Du coup, il faut passer pour le marxisme pour un anti-humanisme, quoi. Un espèce de mécanisme un peu... Alors ouais, ils vont balancer plein de mots, ils vont rien définir. Alors anti-humanisme, ça peut être plein de trucs en fait. Pour eux, anti-humanisme, c'est un truc de méchant, de dessin animé du samedi matin, avec des pubs pour des céréales trop sucrées en fait. C'est un truc où j'aime pas les humains, anti-humanisme. Mais non, c'est pas ça. Enfin, anti-humanisme, c'est être sceptique de l'idée d'une humanité abstraite en fait. Être sceptique de l'idée de l'homme. C'est-à-dire, les philosophes, ils adorent se poser la question de qu'est-ce que c'est que la nature humaine. Voilà, vous avez Platon qui dit l'homme c'est un animal rationnel ou c'est un bipède sans plume ou je sais pas quoi. Vous avez la blague de Diogène qui arrive avec un poulet plumé qui dit c'est un homme, etc. Le propre de l'homme, machin, tout ça. L'anti-humanisme, c'est juste refuser de s'intéresser à ça et de dire l'être humain, par exemple, c'est comme les animaux en fait. C'est-à-dire c'est quelque chose de déterminé par la physique et la chimie. Alors certes, ça a ses spécificités, comme le vivant a ses spécificités par rapport à la matière non vivante en fait. Mais il n'y a pas une espèce de substance magique, il n'y a pas d'humanium qui ferait les humains ou je sais pas quoi. Mais bon, il n'y a pas d'âme, par exemple d'âme au sens religieux, qui survivrait à la mort ou qui donnerait un libre arbitre, etc. Donc là il dit anti-humanisme, mais pour eux c'est un épouvantail en fait. Et c'est pareil pour mécanisme en fait. Mécanisme pour eux c'est les choses elles se suivent, elles sont mécaniques, inévitables, et c'est stupide. Pourquoi c'est stupide? On sait pas, le vivant est intégralement mécanique. C'est pas de chance, la biologie est une science complètement mécanique, complètement mécaniste. C'est-à-dire le vivant est intégralement déterminé par la chimie, qui est intégralement déterminé par la physique. C'est-à-dire que le vivant, ça marche avec des protéines, des enzymes, des choses comme ça, et une protéine comme une enzyme, etc., c'est intégralement déterminé par la chimie. De façon complexe, mais toujours quand même. Voilà, c'est-à-dire qu'une enzyme, elle a une certaine forme dans l'espace qui lui donne ses propriétés chimiques, et sa forme dans l'espace, elle est déterminée par sa composition en termes d'atomes, en fait. C'est-à-dire que vous avez des atomes qui vont s'attirer, des atomes qui vont se repousser, qui vont se lier, comme les atomes de soufre, faire un pont disulfure, etc. Mais ces gens-là, ça les intéresse pas, en fait. Ils pensent que le mécanisme, c'est genre le système solaire, en fait. C'est-à-dire que vous avez le soleil, vous avez la Terre, qui elle tourne autour pour toujours, de la même façon. D'ailleurs, c'est même pas le cas. La Terre, enfin, les planètes, elles dévient un petit peu tout le temps, mais... si vous voulez, pour eux, mécanisme, c'est mauvais, parce que c'est simple. Mais non, en fait. C'est juste que vous êtes pas au courant. Mais c'est pas grave, on va continuer quand même, hein. Tu oublierais le sujet humain, quoi. Encore une fois, le sujet humain, c'est quoi le sujet humain? Je sais pas c'est quoi un sujet humain, c'est quoi? C'est la subjectivité, c'est le fait de penser, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des désirs? Mais les animaux aussi, ils ont des désirs, en fait. C'est quoi un sujet humain? Ils disaient, on oublie le sujet humain. C'est quoi un sujet humain? Un sujet humain, c'est intégralement dans l'histoire. Il n'y a pas de subjectivité hors d'un contexte historique et culturel et social. C'est-à-dire, votre subjectivité, elle est complètement structurée par là où vous êtes né, à l'époque où vous êtes né. Si vous étiez né à une autre époque, à un autre endroit, ou les deux, vous ne serez pas la même personne, le même sujet, vous ne penserez pas.
ça tombe sous le sens, mais pour eux, ils vont trouver ça comme une espèce de point d'arrêt du truc. Voilà. On oublie le sujet humain, quoi que ça veut dire. Moi, je pense que le sujet, ça veut rien dire. Moi, je crois pas à la conscience, je crois pas au sujet. Je crois qu'il y a des désirs, ouais, il y a des représentations, mais les désirs, comme les représentations, c'est des productions historiques, en fait. Et chaque époque a ses désirs, elle a ses représentations. Bref, donc voilà, donc on balance plein de mots, on définit rien, et puis ça passe à l'arrogance, en fait. Alors c'est pas du tout ça. Et Bah juste sur le déterminisme marxiste, il y a Cathédrale Osseuse en plus, qui est un youtubeur marxiste, qui met le marxisme c'est un déterminisme mais non mécaniste. Est-ce que toi ce que t'en... Pour moi, ça veut rien dire. Si c'est déterministe, c'est mécaniste, et si c'est mécaniste, c'est déterministe, en fait. Enfin, il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà. Mais pour eux, mécaniste, ça veut dire bête, en fait. C'est ça le truc. Sauf qu'aujourd'hui, la biologie est intégralement mécaniste, en fait. Alors après, vous savez, on peut dérouler l'argument plus loin. On peut dire, oui, l'évolution, il y a du hasard, je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de hasard dans l'évolution. Les mutations génétiques, elles se produisent de façon non guidée, mais elles se produisent de façon déterminée quand même. C'est-à-dire que si vous avez une mutation qui est produite par un rayon ultraviolet, le rayon ultraviolet, il vient du soleil en ligne droite et il peut pas aller ailleurs. Et il peut pas taper ailleurs que là où il tape. Et après, la mutation, soit elle est rattrapée, soit elle est pas rattrapée par les systèmes de correction, mais c'est déterminé, en fait. C'est juste que, pour des raisons pratiques, on fait comme si c'était complètement aléatoire. Mais ça l'est pas. Enfin... Par conditionnement, on peut l'entendre par déterminisme dialectique ou quelque chose comme ça, quoi. Au lieu de dire- Non, mais ça sert à rien d'essayer de garder ce mot déterministe. C'est un mot de rationaliste positiviste. Oui, voilà, on va encore balancer des mots, on va rien expliquer. Alors, ça, on voit que le gars, il est allé à la fac en philo. Comment on voit ça? Parce que pour lui, positiviste, déjà, c'est une insulte. Quand on est positiviste, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Alors, positiviste, on a dit, c'est mettre la science en haut et la philosophie en dessous. Moi, je trouve ça plutôt cool, à vrai dire, parce que je suis pas très convaincu par la philosophie en général. Pourtant, j'ai fait des études de philo, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais les philosophes aiment beaucoup la pensée magique, ils aiment beaucoup la magie. Peut-être je referai un truc sur ça, mais globalement, c'est penser que la science est plutôt cool et plutôt fiable. Pour eux, c'est mauvais. Rationaliste. Pourquoi c'est mauvais, rationaliste? Personne ne sait. En fait, si, on sait pourquoi rationaliste c'est une insulte. Parce que Kant en a fait une insulte. Et voilà. Et Kant, il détestait la science, en fait. Mais le truc, c'est que les profs de philo, ils vont vous dire l'inverse, en fait. Les profs de philo, ils vont dire « Ah, Kant, c'était un génie, je sais pas quoi ». Et Kant, il a ridiculisé le rationalisme. Donc du coup, rationalisme, c'est devenu une insulte. Mais le truc, c'est que si vous êtes en dehors du champ philosophique, si vous n'avez pas perdu votre temps comme moi ou comme lui à la fac de philo, rationaliste, plutôt cool, non? Enfin, évidemment, quand il y a des gens sur Internet qui se disent sceptiques, rationalistes, etc., ils sont illettrés scientifiquement, donc ça donne pas envie, mais entre être rationaliste et être irrationaliste, moi je sais ce que je préfère. Mais pour lui, c'est une insulte, et ça l'alarme pas du tout, en fait. C'est ça qui est très beau aussi, c'est que ça l'interpelle pas du tout, et que rationaliste, ça soit un stigmate et une insulte. C'est plutôt normal. Bon. Et son pote, comme c'est son pote, bah... Le marxisme n'est pas un déterminisme. Le marxisme est une pensée de la transformation et de l'action des sujets sur la transformation du monde. Donc, qu'est-ce que... Voilà, donc on oppose déterminisme à transformation du monde et à changement. Complètement con. Parce que tout est déterministe et tout est en changement, en fait. La biologie, c'est un changement perpétuel. Les espèces, elles se créent les unes à partir des autres par mutation et par sélection. Et c'est déterministe, en fait. Les continents, ils sont dynamiques. Une tectonique des plaques qui crée les continents. C'est complètement déterministe, mais c'est complètement en mouvement. Tout est comme ça. Mais comme ces gens-là sont pas très très intéressés par les sciences naturelles, ils opposent ça en fait. Et donc du coup, bah voilà, le déterminisme, c'est quand tout est toujours pareil. Et plus ça reste pareil, plus c'est déterministe. Je sais pas. C'est comme une chute de domino, j'imagine. Je sais pas si vous, quand vous étiez petit, vous regardiez Domino Day. Si vous êtes vieux, quand ça passait à la télé, vous étiez pas petit. Il y avait Dave qui présentait ça. Et je sais pas si vous savez, mais Domino Day, des fois ça se passe mal en fait. Des fois ils font leur grand assemblage de dominos et puis il y a un problème, puis ça tombe pas. C'est mal placé. Ça reste déterminé, hein. Mais voilà quoi. Enfin je veux dire, faut arrêter de faire des caricatures en mode le mécanisme c'est quand c'est bête en fait. C'est vous qui êtes bête. Marx vient faire là-dedans. La pensée déterministe est une pensée de l'inaction des sujets. Voilà. Complètement faux. Complètement faux. Je veux dire, toutes les révolutions historiques, la révolution chinoise, la révolution russe, la révolution française, elles ont des causes. Elles ont des causes déterminées, identifiables, et c'est le boulot des historiens d'ailleurs de l'identifier. Et
c'est pas parce qu'il y a déterminisme qu'il n'y a pas de changement, même de changement brutal en fait. C'est comme la géologie, la tectonique. Vous avez des événements extrêmement brutaux, vous avez des séismes ou des éruptions volcaniques. Ça reste déterminé, il y a des causes au long terme en fait, c'est juste que ça explose à un moment, mais ça s'identifie bien avant en fait, on le voit. C'est-à-dire, c'est la pensée du rationalisme spinozien, anti-idéaliste, qui est Voilà, rationalisme, pourquoi c'est une insulte? une pensée de la On sait pas. métamorphose autonome au sujet individuel et dans lequel les sujets collectifs n'existent pas. C'est une pensée qui a existé dans le marxisme, qu'on trouve dans les périodes où le marxisme était extrêmement, où le mouvement ouvrier était extrêmement limité, conditionné par la bourgeoisie et sa force. Chez Plekhanov, chez Kautsky, jusqu'à chez Lénine, jusqu'à 17, mais un des livres les plus déterministes du marxisme, c'est Matérialisme et Empiriocritique. Qu'est-ce que c'est le déterminisme? C'est de considérer que le développement des structures productives et des sociétés est régi par des lois extérieures au sujet. Et Non. Non. Voilà, en fait, pour eux, il y a des espèces de lois de l'histoire dans le ciel, et le déterminisme, c'est croire à ça, et que les sujets se conforment à des lois qui sont extérieures à eux. Mais non, la loi, elle est dans les sujets, en fait. Le déterminisme, c'est considérer que les individus se comportent exactement comme les structures dans lesquelles ils sont placés les vouent à se comporter, et pas autrement. Et ça peut changer, en fait. Mais c'est pas des choses extérieures, en fait. C'est les sujets. C'est comme dire, en biologie, je sais pas, il y aurait des lois externes aux organismes. Voilà. Alors qu'en fait, non, c'est la façon dont les individus biologiques vivants sont constitués qui détermine la façon dont ils fonctionnent, en fait, et pas un truc extérieur. Donc c'est une caricature complètement stupide à laquelle personne ne croit. à leur lutte et à leur combat. L'idéaliste, c'est quoi en face? L'idéaliste, c'est de considérer que c'est les sujets qui font l'histoire tout seuls, etc. Et les sujets individuels, et la pensée des idées, etc. Qu'est-ce que le matérialisme donc dialectique? Et là-dessus, si vous voulez lire des choses, on pourra peut-être faire là-dessus. Vous pouvez lire la pensée la plus fine du matérialisme dialectique chez Marx, quand il était encore philosophe, avant d'être économiste, même s'il a pas changé. C'est ce qu'il écrit donc dans l'idéologie allemande, mais surtout c'est les thèses sur Feuerbach, justement, où il exprime ça. Alors vous allez voir, hein, ça prend 5 pages. C'est un des livres les plus, un des écrits les plus riches de Marx, mais les moins longs. Donc l'inverse du capital. C'est inversement proportionnel la qualité à la quantité. Donc voilà, donc qu'est-ce que ce déterminisme, qu'est-ce que ce non-déterminisme dialectique? C'est de dire, eh bien, dans une situation donnée, il y a une opposition entre la situation matérielle et les sujets collectifs existants dans cette situation matérielle. C'est-à-dire que l'action des sujets, en transformant la société et en se transformant eux-mêmes, donne des nouvelles possibilités qui font que leurs actions ne sont ni déterminées et la société n'a pas une voie tracée via des lois qui ont... Voilà, bon, vous comprenez bien que ces gens-là ne comprennent absolument pas la notion de chaos déterministe. Alors, c'est marrant parce que j'ai parlé à d'autres personnes qui étaient aussi très opposées aux déterministes, et qui comprenaient pas le chaos déterministe. Alors je vais pas les jeter sous le bus parce que cette personne-là était pour le coup beaucoup moins arrogante et beaucoup moins prétentieuse et pédante. Mais le chaos déterministe, c'est très simple en fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la théorie du chaos, ce qu'on appelle le chaos physique, c'est toujours le chaos déterministe et rien d'autre. Et le chaos, c'est quoi? C'est le fait qu'un système puisse être très compliqué à prédire à l'avance. Par exemple, vous avez les doubles pendules. Je mettrai un gif d'un double pendule si vous voulez. Mais un double pendule, c'est un système chaotique très simple. Et l'idée, c'est quoi? C'est que une infime variation des conditions de départ, vraiment un truc microscopique, fait que votre système va prendre des trajectoires très différentes, mais tout à fait déterminées. Tellement déterminées qu'on peut les simuler par ordinateur. On peut simuler un double pendule par ordinateur et voir qu'un écart de 1 centième de degré va faire que 30 secondes après, votre pendule va prendre un aspect complètement différent, en fait. Et donc, vous voyez bien que c'est pas une trajectoire à l'avance, c'est déterminisme, en fait. C'est plutôt la continuité causale logique dans le temps. C'est l'idée qu'un état fait suivre un état suivant, un état suivant, un état suivant à l'infini.
avec une seule ligne possible en fait. Vous comprenez bien que c'est pas une espèce de schéma tracé à l'avance. Si un schéma tracé à l'avance, il demande une puissance de calcul infinie pour être calculé, donc c'est pas possible en fait. Donc c'est débile, débile. Le déterminisme historique, ça veut pas dire que une espèce de schéma simple qui est automatiquement suivi. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une cohérence causale logique à tout et qu'il y a un seul chemin possible quand on regarde dans le détail réel. Voilà, ça veut dire que chaque grain de sable dans le désert, il est à la seule place possible où il peut être. Mais compte tenu de tout le reste en fait. C'est-à-dire le vent, le chameau qui passe et tout, mais c'est pas simulable de façon réaliste. Mais les lois de la physique, elles ont pas d'exception en fait, elles ont pas un moment où elles s'arrêtent. Qu'on pourrait lire et comprendre exactement comment on traduit la pensée comment on traduit les trajectoires des planètes, etc. Voilà, la physique. Vous voyez, déjà il parle des trajectoires des planètes, mais c'est fou en fait. Il y a un truc qui s'appelle le problème des 3 corps, qui montre qu'en fait, à partir du moment où vous avez 3 corps qui sont dans une influence gravitationnelle mutuelle, c'est-à-dire que vous avez un corps qui attire un corps, et un autre corps qui attire les deux, etc. Enfin, les 3 corps qui s'attirent mutuellement, vous n'avez pas de configuration stable qui va rester. C'est rigolo parce que leur exemple de mécanisme, il marche pas en fait. C'est-à-dire, dans notre système solaire à nous, les orbites des planètes, elles changent de façon infime tout le temps. Et on peut pas simuler la position des planètes très très loin dans le futur en fait. C'est impossible. C'est impossible. Vous pouvez vous renseigner si vous voulez. Mais on peut pas simuler le système solaire au très très long terme parce que effectivement c'est chaotique. Même si c'est un système en apparence assez simple. Newtonienne est une physique extrêmement déterministe. Déterministe, c'est ça. Voilà, donc il dit que la physique newtonienne est une physique extrêmement déterministe. Alors elle est pas extrêmement, elle est déterministe. Et elle marche. La physique newtonienne, c'est comme ça qu'on a calculé où va atterrir un projectile, un boulet de canon, je sais pas quoi. On peut calculer sa trajectoire à chaque instant du temps. Et on peut avoir sa position dans l'espace à n'importe quel moment en fait. Et ça marche. Ça marche. Mais pour eux c'est mal en fait. Je vais faire une analogie. La pensée dialectique, c'est de considérer que le mouvement des sujets collectifs fabrique des nouveaux espaces et donc fabrique des nouvelles possibilités. Et donc des nouvelles possibilités qui donnent des nouveaux mouvements et des nouveaux espaces. Et qu'à un moment donné, il y a des bifurcations possibles et imaginables. Et que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur, quel monde, comment serait le monde si cette possibilité-là s'était mise en branle plutôt qu'une autre. Voilà, alors on va pas se demander pourquoi telle possibilité s'est mise en branle et pas une autre. Pourquoi on est dans cette timeline-là et pas une autre. Hein? Ça, on va jamais avoir la réponse. Hein. On va vous dire, ah bah oui, il y avait plein de possibilités. Si on regarde de très loin, évidemment, les choses elles auraient pu se passer n'importe comment. D'accord, mais pourquoi elles sont passées de la façon dont elles se sont passées et pas autrement? Ça, c'est pas quelque chose qui les intéresse beaucoup et vous n'aurez pas la réponse dans cette vidéo et vous n'aurez pas la réponse de ces gens-là en fait. Alors tout n'est pas possible, voilà, on n'est pas idéaliste, tout n'est Ah. pas possible, Bon, ça va mais alors. tout n'est pas impossible. Et c'est ce que Marx dit dans la 11e thèse sur Feuerbach, que tout le monde a lu, etc., mais a du mal à mettre en logique, en mouvement. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, c'est-à-dire n'ont fait que le lire à distance de manière positiviste et empiriste, déterministe, etc., ou idéaliste. Il s'agit de le transformer. Donc Marx fait de l'unité du sujet, donc pour lui, le sujet qui transforme la société, c'est pas le sujet individuel, hein, c'est le sujet collectif, c'est les classes sociales. La vision du monde et l'action des sujets collectifs, c'est-à-dire des classes sociales sur le monde, fabrique la société et fabrique les classes. Et c'est ça la dialectique, c'est la percussion, la lutte des classes transforme les classes et transforme la société, et ce, à l'infini. Donc toujours offre de nouvelles limites et toujours offre de nouvelles possibilités. Donc il est impossible. Donc là, son idée, c'est que globalement, comprendre l'histoire de façon scientifique, c'est-à-dire déterministe en termes de cause et d'effet, c'est antithétique, c'est contraire à l'idée de le transformer. On peut pas transformer le monde si on est déterministe. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant, c'est bizarre, mais toutes les transformations concrètes du réel de l'histoire, elles sont passées par des phénomènes déterministes, et encore mieux par la compréhension du déterminisme. Je sais pas, hein, mais le progrès scientifique technique, on a compris les causes, on a compris les effets, et on a changé le monde en fait. Bon, c'est pas grave. C'est possible de dire, voilà comment la société sera dans 500 ans avec le marxisme.
La question du marxisme, c'est de donner des tendances et de donner la dynamique, c'est-à-dire de dire voilà quelles sont les possibilités aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est aussi une pensée politique, le marxisme. C'est pas une sociologie. Donner la question de la possibilité, c'est toujours se dire, pour chacun des marxistes, c'est de dire que peut le progressisme aujourd'hui. Alors des fois, il peut pas grand-chose. Il y a des époques où il peut pas grand-chose. Et puis là, ce qu'on dit, c'est là, il peut peut-être plus. Et l'analyse concrète de la situation concrète, comme le définissait nous cache dans vraiment ce qu'est le matérialisme dialectique, c'est ça. C'est de dire, on est toujours obligé de répéter la méthodologie de l'analyse concrète de la situation concrète pour maximiser toujours les possibilités progressistes à un instant T. Et la maximisation des possibilités progressistes, elle passe justement par penser quel est le sujet le plus progressiste, le plus révolutionnaire pour transformer la société. Et non pas pour suivre une voie qui est déjà tracée. Donc... Voilà, la voie déjà tracée. Je sais pas où il a vu ça en fait. Je sais pas où il a vu ça. On saura jamais, hein. Mais voilà, il y a une espèce de voie tracée. Les déterministes ils voient ça. Au lieu d'ouvrir des possibilités. Je sais pas ce que c'est ouvrir une possibilité à vrai dire. Pour moi, une possibilité, ça n'existe pas en fait. Soit c'est quelque chose qui arrive, soit c'est quelque chose qui arrive pas en fait. Une possibilité, c'est toujours un manque d'information en fait. C'est le concept de probabilité en maths. Les probabilités, ça ne sert à rien si on a une connaissance parfaite du sujet en fait. Un jet de pièces, il y a une probabilité, mais parce qu'on n'a pas toute la physique associée au truc. Je peux pas dans ma tête calculer si cette pièce elle va faire pile ou elle va faire face. C'est pas possible. Donc du coup je dis c'est 50-50. Mais évidemment que c'est pas 50-50. Si j'étais un ordinateur et que je connaissais absolument tout et que je pouvais faire les calculs, je saurais exactement que ça fait pile. Ok, ça fait face. Bon, peu importe. L'exemple de 74, on pourrait en prendre d'autres, etc. C'est de dire, bah voilà, en 74, il y avait une possibilité maximum pour la classe prolétaire de sortir de la crise fordiste par le progrès, qui n'est pas arrivé, et qui a donné justement... Mais pourquoi elle n'est pas arrivée ? On sait pas. Mais ça aurait pu, hein, ça aurait pu. On sait pas. Moi, si ma tante, elle en avait, ce serait mon oncle. Et voilà, si François Ferdinand avait eu un deuxième trou de balle, qu'est-ce qui serait passé pour la Première Guerre mondiale ? On sait pas. Mais voilà, donc on va jamais s'intéresser à pourquoi telle possibilité s'est construite, pourquoi telle ne s'est pas réalisée. Ça intéresse personne. Mais c'est scientifique, hein, vous inquiétez pas. Ce qui va au-delà d'ailleurs de tous ceux qui pensent qu'il y a une sorte de messianisme dans le marxisme, comme si le communisme allait arriver. On entend souvent ça chez des mecs un peu à la Francis Cousin, je trouve. On croirait que voilà, tout est écrit. De toute façon, il y a la loi de la baisse tendancielle de taux de profit, donc qui vaut déterministe pour le coup, et que ça va aller vers là, et puis que limite il n'y a rien à faire, on croise les doigts. Moi c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est la dialectique qui dit ça en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt la dialectique qui dit vous inquiétez pas, il y aura toujours une espèce de dépassement dialectique justement qui va nous ramener vers quelque chose de toujours plus rationnel, etc. Et en fait non, je sais pas, on a eu les guerres mondiales, on a le changement climatique, etc. Il n'y a aucune garantie que ça débouche sur quelque chose de bien, et la dialectique elle va plutôt avoir tendance à dire ça en fait. Le déterminisme non. Le déterminisme va juste vous dire le futur, il est déjà contenu dans le présent en fait. C'est juste que évidemment personne n'a une connaissance exhaustive du présent, donc personne ne sait c'est quoi le futur. Mais il y en a qu'un, il y a un seul futur, et c'est le même pour tout le monde. C'est le principe de réalité en fait. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, au contraire, quand on est déterministe, on sait qu'on est dans l'image. C'est-à-dire, moi si je suis déterministe, je vais quand même regarder à gauche et à droite, comme ça, avant de traverser, parce que justement, je sais que si la voiture elle va se cogner avec moi, c'est moi qui vais perdre le combat de la collision. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire en fait. C'est ce que je disais avec la médecine en fait. Un médecin il veut pas vous dire vous êtes malade, c'est déterminé. Non, il va vous dire vous êtes malade, prenez ça, prenez ce médicament, parce que ce médicament, en vertu des lois de la physique-chimie, la biochimie de votre corps, etc., il va vous faire aller mieux. Donc voilà, c'est une espèce de caricature complètement naïve et complètement conne, mais bon, on est dans le thème. Mais c'est exactement ça, et d'ailleurs ça donne deux aspects conservateurs de voir le marxisme comme déterministe. Ça donne un marxisme à la cousin, quoi, eschatologique. Alors, ils vont rien définir, vous inquiétez pas. Eschatologique, ça vient de eschaton en grec, et ça parle de la fin du monde, l'apocalypse. Donc, eschatologique, ce serait ce qui parle de la fin du monde, l'apocalypse. Donc du coup, le marxisme eschatologique, ce serait dire
qu'en gros, oui, voilà, la lutte des classes, elle est certaine de se résoudre à la fin parce que c'est l'ordre du monde qui le veut, je sais pas quoi. Et c'est ce que dit la dialectique, en fait. C'est ce que dit. C'est une grande tension dans le marxisme, en fait. C'est une grande tension, cette idée que à la fois la lutte des classes, elle va forcément se résoudre parce que c'est le moteur de l'histoire et que c'est dialectique. Et que comme c'est dialectique, ça va déboucher sur un dépassement, sur un Aufhebung, n'est-ce pas? Et le déterminisme, il dit pas ça, en fait. Non, le déterminisme, il dit le futur, c'est la conséquence logique de ce qui arrive juste avant, en fait. Un jour, la disparition, la valeur est apparue. Ouais, c'est la chute adamique. Mais moi, ça me fume, c'est vraiment un truc. Je sais pas de quoi il parle. Et puis, à un moment donné, elle va disparaître. Mais regardez sa tête, regardez ce regard. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me regarde comme ça un jour. Mais ça n'arrivera pas, parce que moi, je suis pas dialectique, malheureusement. Mais on sait pas non plus comment, etc. Voilà, donc il y a un petit côté, il y a un côté messianique qui est extrêmement conservateur parce qu'il n'y a pas de prise sur l'histoire en fait chez Cousin. Je sais pas. Ça donne aussi un autre penchant qui est peut-être plus commun que Cousin, c'est de penser le marxisme comme une forme de sociologie en fait, d'analyse du monde à distance, positiviste, de dire voilà, il y a une des classes. Alors voilà, on va vous dire positiviste, on va pas le définir. Positiviste, ça veut juste dire scientifique, c'est tout. Alors, est-ce que c'est mauvais? Pour eux, oui. Alors pour eux, la sociologie, c'est quelque chose à distance. Ils vont pas expliquer pourquoi. Moi, je pense pas que la sociologie, ce soit à distance. Mais qu'est-ce que j'en sais après tout, puisque je n'ai pas lu Bourdieu, ni pas compris. Mais ça, c'est pareil, ça donne aucun moyen, c'est-à-dire séparer le politique du sociologique, et ce que nous, on appelle le... C'est débile. C'est débile. Parce que, justement, c'est un reproche qu'ils vont faire typiquement à Bourdieu. Ils vont dire, ah, Bourdieu, il voit pas que son point de vue, il est situé d'un côté de la lutte sociale, que c'est le point de vue des dominants, je sais pas quoi. Bourdieu, il fait que dire ça. Bourdieu, il fait que dire ça. C'est le concept d'autonomie de champ. C'est-à-dire, le champ scientifique, il peut être complètement au service d'une classe particulière, ou on va dire peut-être pas d'une classe, mais d'un groupe social précis, en fait. Je sais pas, si vous avez des créationnistes, par exemple, des gens qui vont expliquer le vivant par Dieu a créé les choses, c'est des gens qui sont au service des prêtres, par exemple. Bon, quand vous avez de la science, entre guillemets, de la pseudo-science, des fausses études sur les dangers du tabac sur la santé, c'est de la pseudo-science au service de l'industrie, en fait, l'industrie du tabac, par exemple. Bon, ça, Bourdieu en parle, et mieux que personne, pour le coup. Mais ces gens-là, ils vivent dans une espèce d'océan noir de caricatures complètement débiles. Et ils sont contents parce que ça leur donne l'impression d'être les meilleurs. Jugement fait, jugement de valeur, encore une fois, c'est un truc qu'ils n'ont pas compris. Ça vient de Weber et ça dit absolument pas ce qu'il veut dire. Je vais pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas le temps, mais. On est marxiste, le jugement de fait, le jugement de valeur, c'est la même chose. Vous dites quelque chose sur la société, ça veut dire que vous dites vos aspirations sur la société. Ça, Bourdieu le dit aussi. Pas grave. Il y a Yevraski qui dit un truc intéressant auquel je pense que tu peux réagir. C'était un peu le temps que t'es lancé, je veux que t'es lancé. Il dit le messianisme et les mythes ont une unité révolutionnaire, comme en parle Maria Tegui. Mais justement, là-dedans, alors oui, ouais, voilà, tu peux réagir avec Goldman et son histoire de foi. On est d'accord que ça ne veut pas dire que toute pensée messianique est réactionnaire. Il y a une forme il y a une forme conservatrice du messianisme, c'est-à-dire d'avoir une pensée de la nature extérieure justement au sujet et qui passe par la compréhension de super êtres, je sais pas ce que ça veut dire. Philosophe, ou si vous voulez le prêtre ou le chaman, etc. Ça, c'est la pensée de Francis Cousin. Le messianisme et la mythologie, quand c'est une construction par un sujet collectif ou par des penseurs d'un sujet collectif qui expriment une vision du monde, c'est-à-dire une mythologie progressiste, par exemple, c'est-à-dire de créer des possibilités structurales, mentales, justement, pour transformer les rapports sociaux. Là, effectivement, il y a une portée révolutionnaire, mais c'est là où, justement, c'est cette dialectique. Qu'est-ce qui est premier dans le marxisme? C'est les sujets collectifs. Quel est le moteur de l'histoire? Ce sont les classes sociales. Les classes sociales, ce sont des sujets. Donc, c'est pas un structuralisme, c'est pas... Voilà, je sais pas si vous avez compris grand-chose, moi j'ai rien compris. Mais bon, son pote a l'air convaincu, donc on n'aura pas plus de détails sur ça. Premier schéma, c'est la lutte des classes. C'est les sujets qui sont premiers. C'est pas non plus un idéalisme parce que c'est pas les sujets individuels et leurs petites idées qui font l'histoire. C'est important. Donc
qu'est-ce qui contient ce sujet? Eh ben, le sujet contient en lui la société. Il a les structures mentales de ses rapports de production. Et il a aussi, il est contenu dans la société, il a les structures matérielles de ses rapports de production. Et c'est Mais vous voyez cette connivence entre les deux, c'est ça qui je trouve insupportable en fait. Plus encore que le propos à côté de la plaque, c'est cette espèce de solidarité complètement inextricable entre Pat During et la revue Position qui fait que globalement, ils sont copains comme cochons. Mais j'ai tellement bien fait de pas aller parler avec eux parce que ils auraient été tellement, j'aurais été le plateau de BFM quoi. cette dialectique entre les deux, entre un prolétariat qui a un rapport social mais qui a d'autres aspirations de par sa vision du monde, de libération, de mythologie, etc., qui pousse les sujets à s'opposer, à se combattre et donc à soit prendre de l'espace ou soit en perdre et donc à transformer la société. Et c'est là où c'est pas indéterministe, parce que à un moment donné, le sujet va prendre des positions ou d'autres, va reculer ou avancer, et ces reculades ou avançades sont des bifurcations, des directions multiples. Et pourquoi à un moment ça recule et ça reculade et pourquoi à un moment ça avance et ça avance? On sait pas. C'est des possibilités qui sont toutes équiprobables. Alors pourquoi il y en a certaines qui se réalisent et pourquoi d'autres qui se réalisent pas? C'est dialectique. Voilà, allez vous faire voir. Aujourd'hui, on parlait de la physique déterministe newtonienne. Ah. Une physique aujourd'hui quantique, de la relativité ou de la pensée des espaces. Mais vous voyez, c'est n'importe quoi. Parce que ils vont vous dire, oui, vous voyez, aujourd'hui, on a dépassé le déterminisme, il y a la physique quantique. Alors d'abord, la physique quantique, il y a deux interprétations. Il y a l'interprétation dominante, l'interprétation indéterministe, qu'on appelle l'école de Copenhague, et vous avez l'interprétation déterministe de la physique quantique. L'interprétation déterministe, pourquoi aujourd'hui elle n'est pas enseignée, pourquoi personne n'en parle? C'est des raisons sociales et politiques. Parce que justement, c'est des interprétations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les mêmes maths en dessous, et ça veut dire comment on les analyse. Sans rentrer trop dans le détail, vous avez en gros la question de qu'est-ce qu'on doit sauver. En fait, c'est-à-dire que quand on arrive au niveau quantique de la physique, on arrive à un choix épineux en fait. Soit on doit garder l'idée que les actions sont locales, c'est-à-dire qu'un objet n'influence qu'un objet à côté, et pas un objet à distance, ou on doit garder la causalité en fait. C'est-à-dire, en gros, on peut accepter une interprétation complètement déterministe de la physique quantique qui conserve absolument toutes les découvertes de la physique quantique. Mais si on le fait, on doit refuser l'idée du libre arbitre humain. Et ça, c'est quelque chose qui rend les gens très tristes. Et comme ça les rend les gens très tristes, on se dit, bah tant pis, en fait. Je crois que j'ai raconté un peu n'importe quoi, mais en gros, c'est pas la causalité et la localité. Mais en gros, on préfère sauver le libre arbitre humain aléatoire et spontané et random. Et c'est un choix politique, c'est un choix social en fait. C'est un choix arbitraire. Donc la physique quantique, elle n'est pas indéterministe en fait. Elle n'est pas du tout indéterministe. C'est juste que vous n'êtes pas au courant. Et après, il va dire un truc encore plus dingo. Accrochez votre ceinture. Moi, ça m'intéresse par exemple quand je vois par exemple Marvel penser faire des multiverses là. Vous avez vu ça, ces trucs là, les multiverses là Voilà. Là, on arrive dans la pensée Marvel, la pensée des multiverses. Marvel, etc. Ouais. Ben là, on voit, alors, vous voyez, le cinéma américain exprime l'époque. À la fin des années 90, au début des années 2000, dans la crise de la société qui était profonde, il n'y avait que des films catastrophiques. Il y a eu Roland Emmerich, il a fait tous les films catastrophiques possibles. Il a fait tout le même scénario, mais avec soit des extraterrestres, soit le climat, soit un astéroïde, etc. Et c'était une pensée de l'homme subit... c'est très structuraliste, l'homme subit l'extériorité. Alors oui, c'est très structuraliste, donc, entre parenthèses, donc complètement con, de croire que l'homme subit son environnement. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il a dit le climat dans le lot. C'est très drôle parce que avec ce qui arrive, on va voir si on va subir ou pas les effets de l'environnement. Alors apparemment, d'après eux, non, parce que c'est déterminé, donc c'est un peu bête. Heureusement, on est dans le multiverse Marvel, donc on va changer de timeline pour aller dans celle où il n'y a pas de réchauffement climatique. Et bah voilà, bonne chance à eux, hein, bon courage. Et puis il réagit, donc extrêmement déterministe. Et puis là, maintenant qu'il y a des voix progressistes, des combats qui se réactivent, et ben la pensée mainstream américaine, elle se déploie
dans la pensée du multiverse. Alors le multiverse, c'est ça. C'est ah mais qu'est-ce qui se serait passé si quelle est la possibilité et ben finalement la pensée du multiverse, elle est beaucoup plus révolutionnaire que la pensée de déterminisme du film Catastrophe. Parce que c'est de considérer que si j'avais fait ça à un moment donné, peut-être le monde aurait un autre aspect aujourd'hui. Alors il est déployé, etc. Mais finalement, on voit que les tensions américaines, les luttes pour le progressisme aux États-Unis, font émerger un récit cinématographique beaucoup plus progressiste que ce qu'il était à la fin des années 2000. Alors là, vraiment, là je suis baba parce que vraiment, on dirait un truc que je dirais pour le sarcasme par ironie, mais eux ils sont sérieusement là-dedans. Ils disent, voilà, dans les films Marvel, il y a les multiverses, ça c'est révolutionnaire, je sais pas quoi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est des films extrêmement conservateurs en fait. C'est des films qui justement vont défendre le libre arbitre parce que ça défend la méritocratie, ça défend l'idée que les riches ils ont choisi de bien travailler pour être riches et que les pauvres ont choisi de pas travailler d'être pauvres. La pensée Marvel multiverse machin, c'est des films qui sont là pour recruter des gens dans l'armée en fait. C'est pas des films qui sont là pour faire des sujets révolutionnaires, je sais pas quoi mon cul. Oh là là là, c'est grave, c'est vraiment grave. Voilà, bon, je crois que c'est fini parce qu'il y a eu du piano. Je vais lancer jusqu'à la fin. Non, bah non, il reste 10 secondes. Ah bah non, il reste plus rien. Donc voilà, c'était nul à chier, c'était catastrophique. Mais bon, c'était pas la pire vidéo de l'univers, c'était la pire vidéo du multivers. Donc voilà, donc pour résumer, pour conclure vite fait, non, mécanisme, ça veut pas dire répétition à l'infini de la même chose, parce que même le système solaire, il dévie. Et puis de toute façon, la biologie et l'évolution darwinienne sont entièrement déterministes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une possibilité d'auto-organisation, d'apparition de nouvelles choses, ça s'appelle l'émergence en physique, des choses comme ça, l'auto-organisation, la criticalité auto-induite. Bref. Donc voilà, on a des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent dire, mais que ça les empêche pas d'être extrêmement agressifs sur Twitter. Donc le mot de la fin, c'est surtout vous ne laissez pas impressionner par des gens qui parlent bien. Dieu merci, moi je parle pas bien, donc aucun risque que ça arrive. Non mais vraiment, ils sont graves, ils sont graves, ils sont graves. Ces gens-là occupent la scène, ils s'érigent comme autorité intellectuelle politique, et moi je pense que ces gens-là font plus de dégâts à la gauche qu'autre chose. Donc voilà, laissez des commentaires si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. Lâchetez comme on disait à l'époque Facebook, non, à l'époque Skyrock, encore mieux. Et voilà, peut-être à plus tard, si j'ai la force. Sinon, bah, adieu.